Merci Monsieur le Président, chers collègues. Toujours un bonheur de succéder à Monsieur Hetzel. Et je ne voudrais pas amener plus de schizophrénie dans la commission lorsqu'on devra voter les crédits, puisque l'avis des rapporteurs, j'imagine, ne sera pas tout à fait le même, mon cher collègue. Chacun admet, mes chers collègues, que l'un des enjeux essentiels auxquels notre pays est confronté est d'accroître le taux de réussite en licence. À cet égard, les priorités ont été réaffirmées encore en commission énergie avec force par Madame la Ministre. Toutefois, à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, il est plus rare de se pencher sur la situation et le devenir de nos doctorants. L'examen de l'article 78 de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a été l'objet de débats parfois âpres, en amont, et je n'en doute pas en aval, a eu le grand mérite de mettre en lumière la question de la France et de ses doctorants. Il m'a donc semblé utile d'aller plus loin dans l'examen de la situation et proposer aujourd'hui quelques pistes de réflexion pour la faire évoluer. Afin de dresser le tableau de la situation, il convient d'abord de s'arrêter sur les stocks de docteurs et le flux des doctorants. Plusieurs points doivent être relevés. La question des effectifs de docteurs, tout d'abord. Notre pays décerne, par exemple, 3 fois moins de doctorats que l'Allemagne en sciences dites molles, 2 fois moins qu'au Royaume-Uni, et 25% de moins pour les sciences dites dures. L'aspect quantitatif n'est pas le seul, puisque du fait de la faible attractivité de ce diplôme, nombre d'étudiants brillants préfèrent les grandes écoles, grande spécificité française, ou l'arrêt des études même après le fameux Master 2. La question des flux, par ailleurs, est également préoccupante. Les doctorants se répartissent à 44,5% en sciences et 35% en lettres, langues et sciences humaines. Ce décalage de départ se retrouve d'ailleurs doublement renforcé lorsque l'on se penche sur les diplômés. Par la répartition des doctorats délivrés annuellement, puisque 60% des diplômés le sont en sciences dures et STAP, quand seulement 24% le sont en sciences dites molles, preuve de problèmes importants d'encadrement et d'orientation, j'y reviendrai. Par les possibilités de recrutement. Ensuite, puisque l'on compte moins de 3000 postes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs titulaires par an, 4000 contrats doctoraux, un peu moins même, puisqu'ils sont passés d'un peu moins de 4000 il y a en 2008 à moins de 3008 l'année dernière, et un peu plus de 1300 chiffres auxquels faisait référence Patrick Hetzel dans son rapport. Concernant les entreprises, 55% des chercheurs ont un diplôme d'ingénieur, 16 un diplôme de master ou équivalent, et seulement 12% sont titulaires d'un doctorat. Enfin, la question des doctorants étrangers, qui, s'ils sont très attirés par notre pays, et là, tordons le cou à un discours trop habituel. C'est une bonne chose. 42% des inscrits en doctorat en 2012 sont d'origine étrangère. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la progression ces dernières années du nombre de doctorants en France, alors que le nombre de doctorants français a, lui, baissé de 30% en 5 ans. La question des doctorants étrangers, donc, si ils sont attirés par notre pays, se retrouvent dans des conditions d'accueil et de travail peu à même de maintenir cette attractivité dans la durée. Et c'est un enjeu essentiel pour notre pays. Les différentes mesures appliquées depuis le changement de majorité, au grand bonheur de nos collègues de l'opposition, s'inscrivent d'ailleurs dans la prise en compte de cette situation, mais il conviendra de poursuivre le travail engagé. Ces éléments quantitatifs et qualitatifs posés ne suffisent pas pour envisager pleinement la situation des doctorants, puisque la question même de leur statut est posée. À la fois professionnel de la recherche et étudiant, le doctorant doit à la fois être encadré et bénéficier d'un statut évitant la précarisation. Les nombreuses auditions que nous avons réalisées avec M. Gabriel ont permis de constater l'efficacité des chiffres, des écoles doctorales ou encore des contrats doctoraux, tout en regrettant leur faible nombre. Car ces éléments des régulations ne permettent pas de remédier à la situation de fragilité d'une part importante des doctorants, situation qui a été amplifiée par plusieurs facteurs. Ce sera un élément de désaccord avec mon excellent collègue Hetzel. La politique de recherche menée entre 2008 et 2012 d'abord, qui, quoi que puisse en dire l'opposition, encore il y a quelques minutes, a factuellement contribué à cette situation. Le manque de visibilité et de moyens accordés aux universités ont notamment
a mené à une baisse de près de 5% du nombre de contrats doctoraux entre 2009 et 2012. La fracture ensuite entre les thèses financées et celles qui ne le sont pas. 32% des doctorants doivent se débrouiller seuls pour financer leurs travaux, avec la double peine accompagnant cette situation, pas de financement de la thèse et plus de difficultés à occuper un emploi stable une fois la thèse achevée, quand ils l'achèvent. Enfin, l'exposition accrue pour les docteurs au chômage ou à l'emploi permanent, puisque 10% des docteurs étaient au chômage en 2007, contre 7% des titulaires d'un Master 2, la situation étant amplifiée dans certaines disciplines. Notons enfin le temps passé en emploi non permanent, puisqu'il faut en moyenne 5 années pour un docteur pour trouver un emploi permanent. Pour parfaire, si je puis m'exprimer ainsi, ce tableau lumineux, ou peut-être toucher même au cœur du sujet, un dernier élément. Notre pays, contrairement à ses partenaires, ne valorise pas ce diplôme. Je prends souvent cette anecdote, mais elle est symptomatique. Un docteur à l'étranger indiquera son diplôme sur sa carte de visite. En France, vous ne verrez jamais, à part les docteurs en médecine, bien sûr. En France, il ne viendra donc jamais à l'esprit d'un docteur de faire la même chose, sous peine de recevoir sarcasme et quolibet. Je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai moi-même oublié de mettre mon titre de docteur sur ma carte de visite. Derrière cette anecdote, une réalité que l'on retrouve dans le secteur privé, comme dans la haute fonction publique, territoriale ou d'État, mon cher Michel. Dans le secteur privé, la dualité entre les universités et les grandes écoles aboutit à une préférence notable pour les diplômes d'ingénieurs. Le sentiment d'absence de prise de risque à l'égard des doctorants, la prédominance du sujet et non des compétences requises pour assumer un doctorat, parfois même la méfiance réciproque, encore aujourd'hui, entre mondes universitaires et entrepreneurial, ou encore la difficulté à, entre guillemets, normer le diplôme du doctorat, ont amené les partenaires sociaux à ne même pas engager les négociations de branche permettant la reconnaissance du titre de docteur, d'où la nécessité, portée par la ministre Fioraso, de rappeler cette nécessité dans la loi à partir du 1er janvier 2016. Dans la haute fonction publique, la situation n'est pas moins complexe, reconnaissons-le. L'exemple du nombre de docteurs intégrant l'ENA est symptomatique. Sur les 4 dernières promotions, 14 docteurs, mais aucun en concours externe. Environ 10 docteurs recrutés par an dans les grands corps techniques seulement. D'une manière générale, d'ailleurs, reconnaissons-le, l'organisation de la fonction publique et ses modalités de recrutement sur concours, avec épreuve sur programme, sont peu adaptées aux docteurs. Avec une situation quantitative problématique face à nos partenaires, un aspect qualitatif insuffisant pour assurer un emploi pérenne, un statut hybride et souvent précaire, et une absence de reconnaissance suffisante, le tableau est relativement sombre. Pour autant, et l'article 78 de la loi en a été la preuve, assurer un financement pour tous les doctorants et une insertion professionnelle pour tous les docteurs est une perspective envisageable si l'on ose s'attaquer aux causes de l'actuelle situation. Voici quelques pistes rapides, glanées au cours des auditions, Monsieur le Président. Cette évolution positive passe d'abord par la nécessaire protection juridique et sociale de l'expérience professionnelle, car c'en est une, qu'est la préparation d'un doctorat. Cette expérience devrait être reconnue, ouvrant ainsi un triptyque de droits, un salaire, des droits sociaux et la prise en compte des années de thèse. Du côté des opérateurs, le financement universel des thèses ne serait pas neutre, car il appliquerait un certain nombre d'arbitrages. Tout d'abord, et permettez-moi de le dire avec force, la remise à plat du système de répartition des allocations de recherche de tout type. Les auditions ayant à l'envi et de la part de toutes et de tous soulevé le caractère profondément opaque des critères de financement des doctorants. Ce financement aurait également comme vertu de responsabiliser certains directeurs de thèse qui n'ont d'objectif que de maintenir le nombre de doctorants leur étant alloués. Du côté de l'État, il faudrait élargir la palette des instruments de financement du doctorat tout en développant les outils existants. Dotation supplémentaire de contrats doctoraux, cela commence à être fait. Augmentation du nombre de contrats doctoraux, donc, ou encore augmentation du nombre de contrats de CIFRE, avec un contrôle extrêmement important, ma chère collègue, sur la pertinence du travail scientifique effectué,
et sur la pertinence de l'intégration professionnelle effectuée par les entreprises bénéficiant de ce contrat CIFRE. Mais également auprès des collectivités territoriales qui peuvent bénéficier du contrat CIFRE et qui sont extrêmement rares à solliciter ces contrats. Deuxième axe de réflexion, la professionnalisation des doctorants. Pour y parvenir, deux actions nous semblent indispensables. Tout d'abord, transformer l'essai des écoles doctorales en leur permettant de disposer d'indicateurs de suivi des doctorants, en généralisant les bonnes pratiques constatées ou encore en limitant, et c'est loin d'être le cas encore, le nombre de thèses encadrées par une seule personne, c'est-à-dire par un seul ou une seule directeur ou directrice de thèse. Parallèlement, il importerait de normer davantage le diplôme afin de permettre au secteur privé, notamment, de mieux percevoir les compétences et qualités requises pour la réussite d'un doctorat. Je vous rappelle d'ailleurs à cet égard ce que l'on appelle le nouveau chapitre dans la thèse, qui est un élément essentiel de mise en avant des compétences acquises par le doctorant au cours de sa thèse. Cette normalisation passerait par la garantie de la qualité de la thèse, le recours systématique, j'en parlais, au nouveau chapitre de la thèse, la limitation, enfin, à 3 ans pour la rédaction d'une thèse et la valorisation des compétences professionnelles par une certification ou des référentiels. Bref, assumer et aller enfin jusqu'au bout du fameux LMD. En France, nous nous sommes arrêtés au M et nous sommes à ce stade encore aujourd'hui bien incapables, y compris dans la diversité des communautés universitaires, de mettre en place le D, le doctorat. Le dernier point que je souhaiterais aborder rapidement est celui capital de la carrière des docteurs. Pour que ce diplôme puisse enfin être reconnu à sa juste valeur, 3 éléments ont semblé être incontournables lors des auditions que nous avons réalisées. Ne plus considérer le statut d'enseignant-chercheur comme le débouché exclusif et naturel du doctorat, ce qui est déjà une réalité, mais ce qui implique une révolution copernicienne chez certains directeurs de thèse. Élargir l'accès à la haute fonction publique, en particulier territoriale, car si les dispositions de la loi concernant l'ENA ont une vertu essentiellement symbolique, et elle est importante et pédagogique, l'instauration d'un concours spécifique pour les titulaires du doctorat semble être une piste de réflexion difficile. En revanche, le développement de recrutement sur titre et la dispense de toute ou partie des épreuves d'admissibilité pour les docteurs pourraient être des pistes utiles à explorer. Enfin, la spécificité de ce diplôme pourrait être mieux établie dans le déroulement, et c'est important, de la carrière des fonctionnaires concernés, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas, sauf à l'Assemblée nationale. Valoriser les recrutements de docteurs, enfin, par le secteur privé. Cette valorisation passerait par le maintien de l'avantage fiscal lié au recrutement d'un docteur et la négociation de conventions collectives reconnaissant le doctorat et l'engagement d'une évolution culturelle faisant du doctorat un investissement rentable pour les employeurs et les salariés. J'insiste sur ce point de la convention collective car, à ma grande surprise, lors de nos auditions des syndicats professionnels, nombre d'organisations syndicales professionnelles présentes n'avaient même pas connaissance de cette obligation légale d'aboutir à des conventions collectives d'ici le 1er janvier 2016, ce qui est un utile rappel de la nécessité de faire connaître la loi et de la grande difficulté de cette tâche. Je souhaiterais en conclusion, comme il est de coutume, et c'est bien normal, remercier l'ensemble des personnes que j'ai eu le plaisir d'auditionner pour la préparation de ce rapport. Admettons-le, l'angle adopté n'était pas toujours facile à évoquer pour certains, je viens d'y faire référence, mais tous ont accepté de se poser sérieusement la question de la situation et des perspectives des doctorants et docteurs. Les propositions présentées dans ce rapport émènent pour beaucoup de leurs réflexions. Qu'ils en soient ici remerciés, et pour donner un petit coup de rouge à mon voisin de droite, ainsi que monsieur l'administrateur Gabriel. Je pense que notre pays aurait tout à gagner à engager une révolution, une évolution de sa perception du diplôme de docteur. Nombre de conséquences proviennent de celle-ci. À l'heure où le niveau de conceptualisation, la capacité de travail et d'analyse sont des éléments essentiels, permettant à un pays d'affronter sereinement les défis posés par les échanges internationaux, la question des docteurs revêt un caractère stratégique afin de recouvrer notre compétitivité et la création, terme honni, de la valeur ajoutée pour mieux la partager. Madame la ministre nous a donné l'occasion de nous saisir de ce sujet. J'espère que ce rapport nous aidera collectivement à avancer en ce sens. Je vous remercie. Merci, docteur.
Voilà, hein, pour le diagnostic et l'ordonnance que vous avez dressée à travers des propositions tout à fait passionnantes. En tout cas, là aussi, un vrai sujet et vous avez mesuré combien l'écoute de vos collègues était grande.